Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour une table ronde. Dieu sait si elle est importante, puisque c'est après l'avenir de la France et de l'économie française, on va parler de l'avenir de l'économie européenne. Alors dans moins d'un mois, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Et je vous invite tous à être là ce soir. C'est 18h15, hein, Nicolas, où il y aura Clément Beaune qui viendra pour nous détailler justement la feuille de route de cette présidence française. Donc ça sera vraiment très très intéressant. Une présidence française avec une pile de chantiers et de dossiers qui est extrêmement haute. J'en liste certains. C'est le déploiement évidemment du plan de relance européen, les directives sur le numérique, la réflexion sur le pacte de stabilité, l'ajustement carbone aux frontières, évidemment la politique industrielle européenne et la question de la souveraineté industrielle, la politique de la concurrence, le tout sur fond de crise sanitaire qui perdure, hein, on en est encore là, et de résurgence de l'inflation, et on se demandera si elle est transitoire et les effets que ça peut avoir sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc on a 1 heure devant nous pour parler de tous ces sujets. On pourrait sur chacun d'entre eux y consacrer 1 heure. Et donc on a avec nous un panel d'experts de haute volée avec un petit jeune qui nous a rejoint, Nicolas, qui ne devait pas être là, mais bon, au dernier moment il est là, on est ravis. Donc est-ce que Natacha Valla est encore parmi nous? Est-ce que vous nous entendez, Natacha? Natacha, est-ce que Natacha est revenue? Oui, on la voit, Natacha. Donc, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Natacha. Et vous voyez aussi, si c'est le cas, c'est bon, la communication est établie. La communication marche très bien. Donc, économiste, doyenne de la Sciences Po School of Management and Innovation. Et par ailleurs, vous connaissez par cœur, et on verra tout à l'heure, la politique de la Banque Centrale Européenne et les arcanes de la politique monétaire européenne. Roland Theiss, est-ce que vous êtes aussi parmi nous? Bonjour. Oui, je vous entends assez bien et je vous vois. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes secrétaire d'État à la justice et aux affaires européennes du Land de la Sarre. Et donc, votre éclairage sur la politique allemande et notamment le contrat de coalition va être extrêmement précieux dans ce débat sur l'avenir de l'Europe. Et Emmanuel Combe, bonjour. Donc, vous êtes aussi économiste, président par intérim de l'autorité de la concurrence et professeur d'université. Donc, pour lancer ce débat, moi, je voudrais vous poser à tous les trois la même question avec une réponse que je vous demande courte, parce que vous savez, vous avez vu la liste des sujets que l'on a traités, donc 3 minutes, ça serait super. Dans les chantiers qu'on vient de lister, là, lequel est pour vous le plus prioritaire à avancer dans cette année 2022? Natacha. Merci Béatrice et merci à Nicolas pour cette invitation qui est distancielle, mais j'espère qu'elle sera présentielle la prochaine fois. La question se tombe vraiment à point nommé. Je sais que Clément Beaune vient ce soir pour vous parler des priorités de la PFUE. J'en profite pour faire justement un petit peu de publicité pour un rapport qu'on vient de lui remettre. Alors je ne sais pas si la qualité de l'image permet de voir Une Europe pour aujourd'hui et pour demain. Souveraineté, solidarité, identité commune. Voilà, donc c'est un rapport qui paraîtra en janvier, mais on lui en a remis la substance. Et effectivement, la présidence française aura à cœur vraiment de faire avancer les dossiers les plus importants. À mon sens, et comme j'ai que 3 minutes, je serai très brève, il y a 2 choses que je voudrais souligner. La première, qui est une priorité presque conjoncturelle, c'est celle de transformer l'effort formidable qui a été concrétisé de façon absolument incontestable de relance commune. Donc on a créé des outils communs, notamment des outils budgétaires et de dette. Transformer ces outils-là et cette mobilisation commune pour soutenir l'économie et soutenir la croissance en outils pérennes qui nous permettent pas seulement d'amortir un choc lié à une crise particulière qui est la crise du Covid, mais de construire ensemble ce qui sera la croissance potentielle de demain. Alors, on parle là du futur, de ce qu'on a appelé le Next Generation Europe, donc la façon dont on va déployer ces moyens financiers dans chacun des pays membres, mais aussi le futur des instruments financiers qui ont été mis
ont été établis. Je pense aux instruments Sure qui financent toutes les transitions sur le marché du travail, mais aussi d'autres instruments. Donc, réflexion à avoir de ce point de vue-là et avancer, si possible, sur ce sujet. Et le deuxième sujet, c'est la question qui peut sembler un peu technique, mais qui est éminemment liée à la vie au quotidien des citoyens et des entreprises, c'est la question de la comptabilité extra-financière. On travaille aujourd'hui au niveau mondial à la façon dont les entreprises, dont la comptabilité d'entreprise va changer demain, dont la façon dont on demande aux entreprises aujourd'hui de rendre compte de tous les aspects qu'on appelle les aspects ESG, environnementaux, sociétaux et en matière de gouvernance. C'est une bataille éminemment géopolitique où les enjeux sont absolument majeurs. Beaucoup de pays sont mobilisés sur le sujet. L'Europe est mobilisée sur le sujet. Il y a une institution qui s'appelle l'EFRAG qui fait des propositions. C'est très peu connu des citoyens, mais en tout cas, si on est capable en Europe aujourd'hui de porter une réflexion sur quelles sont les valeurs qu'on veut mettre dans nos cadres comptables de demain, qu'est-ce qu'on veut représenter, qu'est-ce qu'on veut valoriser. Est-ce que pour nous, la biodiversité, c'est important? Est-ce que pour nous, le traitement des inégalités, c'est important? L'éducation, dans quelle mesure? Donc, réfléchir à tout ça parce que c'est aujourd'hui, c'est dans les 12, 18, 24 prochains mois que les nouveaux cadres comptables pour l'entreprise vont être définis pour prendre en compte ou non ces aspects-là. Et là, si l'Europe est présente, elle aura voix au chapitre, elle aura un poids dans le débat. Si l'Europe n'est pas présente, eh bien, je peux vous assurer que les IFRS, la Chine, la communauté internationale est fort mobilisée sur le sujet. Des normes américaines ESG qui s'imposeront à tout le monde. Très, très clairement, oui. Bien sûr. Roland Thijs, vous nous entendez? Oui. Oui, je vous entends. J'espère que vous m'entendez aussi. On vous entend très bien. En préparant ce débat, vous nous avez dit, vous êtes juriste d'abord, et donc vous avez dit il y a un point très important qu'on balaie souvent, c'est celui de l'unification juridique du droit des affaires. Ça paraît un peu aride comme ça, mais c'est essentiel et c'est très très important. C'est ça. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Ça aurait été un grand plaisir d'être avec vous en présentiel à Saint-Raphaël, mais j'ai la plus belle raison de ne pas être au bord Félicitations. de la Méditerranée. Cette raison mesure 54 cm, il pèse environ 3 kg, il fait du bruit, il s'appelle Emmanuel Hector. Et donc, merci aussi pour les félicitations. C'est vrai, je vais placer mon intervention sous l'angle d'une région frontalière, franco-allemande, mais aussi d'un bassin de vie transfrontalier que nous partageons ici, là où je vis, avec nos voisins français, luxembourgeois et belges. Un bassin de vie qui est d'ailleurs, vous le savez, le marché de travail transfrontalier le plus grand au sein de l'Union européenne et où, pour beaucoup de nos entreprises locales, les clients, les marchés ne connaissent plus de frontières. Je vous parle de cette région parce que c'est un bel exemple et ça montre la dimension européenne pour un phénomène européen qui a une grande importance et un grand potentiel économique pour l'Union européenne tout entière. Vous connaissez peut-être le rapport de la Commission européenne sur les régions frontalières de 2017, qui, de manière plus générale, a décrit la dimension des régions frontalières en Europe, qui représentent quand même 50% du territoire, 30% de la population et 30% aussi du PIB de l'Union européenne. Cela veut dire que ce n'est pas une quantité négligeable, mais les régions frontalières sont, si on veut le dire ainsi, l'État membre le plus grand, la puissance économique la plus grande de l'Union européenne. Pourtant, et ça c'est le point, d'une manière générale, les régions frontalières s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions d'un même État. Pourquoi? Parce que les particuliers, mais aussi les entreprises, les pouvoirs publics des régions frontalières éprouvent des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de naviguer entre les deux systèmes administratifs, mais aussi juridiques différents. Et la Commission européenne a fait une analyse pour déterminer le coût de cette complexité frontalière. Et c'est intéressant parce qu'elle dit que si on levait seulement 20% de ces obstacles existants juridiques, on pourrait augmenter le PIB des régions frontalières, 30% du PIB tout entier, lever le PIB des régions frontalières de 2%,
et l'impact estimé sur l'emploi est de plus d'1 million d'emplois. Donc, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous l'avez mentionné, il y a cette idée du Code européen du droit des affaires. C'est vrai, c'est une idée. Il y a d'autres, je vais les citer très court. C'est d'abord ce que les régions frontalières elles-mêmes peuvent faire, surtout en ce qui concerne les obstacles factuels dans la langue, bien sûr, en premier lieu. C'est pour cela que la SAR, par exemple, a rendu l'enseignement du français obligatoire dès l'école primaire. L'objectif, faire du français la deuxième langue dans la vie de tous les jours de nos concitoyens. Cela passe bien évidemment par les écoles, mais partout où nous pouvons promouvoir le bilinguisme, voire le multilinguisme. Par exemple, et c'est une première en Allemagne, nous permettant aux entreprises de plaider en français devant la Cour de commerce de Saarbrück, nouveauté et première en Allemagne. Cela montre que les régions frontalières peuvent faire quelque chose, mais bien sûr, pas toutes les régions ont les mêmes compétences et dans beaucoup de domaines, nous n'avons pas les compétences nécessaires pour réduire ces barrières. Alors, nous avons besoin de solutions concrètes et pragmatiques. Et ça se passe souvent par Berlin, par Paris et par Bruxelles. Et cela veut dire que c'est compliqué, ça prend du temps et parfois on n'arrive pas. C'est pourquoi, pour être plus compétitif, nous avons besoin de plus de liberté d'action vis-à-vis du droit national. Et en France, le projet de la loi 3DS va dans ce sens. Ceci est une très bonne nouvelle pour toutes les régions frontalières. Autre bonne nouvelle, le traité d'Aix-la-Chapelle, signé en 2019, qui ouvre la possibilité de déroger aux règles nationales pour unifier les normes en proximité des deux côtés de la frontière. Petit bémol, il faudrait le faire. Et pour cela, nous avons toujours besoin de l'accord entre Berlin et Paris. Et malgré tout le progrès, cela reste compliqué. Il y a de très bonnes idées. Il y a par exemple l'idée du Luxembourg, du European Cross-Border Mechanism, ICBM, porté dans l'Union européenne en 2015, un outil juridique qui permet de faire appliquer pour un projet transfrontalier la loi du voisin. Mais je ne vous cache pas que malheureusement le Conseil de l'Union européenne a refusé cette idée, mais l'histoire n'est jamais finie. De toute façon, dans le droit public, nous, les acteurs dans les territoires frontaliers en Europe, nous avons besoin de plus de liberté d'action pour trouver des solutions adaptées à la situation spécifique de la réalité frontalière. Dans ce même objectif, vous l'avez évoqué. Peut-être un dernier point, et après on va revenir plus en profondeur sur tout ça, mais un dernier point. Désolé, oui. Je reviens à ce point avec lequel vous avez commencé. C'est le rôle du droit privé, et surtout du droit des affaires. Pourquoi? Parce que pour les PME, l'accès au marché intérieur est compliqué, non pas à cause des obstacles du douanier ou protectionnistes, mais parce que l'activité économique dans un autre pays nécessite de travailler dans un droit des affaires différent. Cela n'est aucun problème pour un grand acteur qui a une douzaine de conseillers juridiques. Cela est compliqué pour une start-up ou pour une PME locale parce que cela représente une barrière considérable, d'où l'idée d'un code européen du droit des affaires dont le président Macron a déjà parlé dans son discours de la Sorbonne en 2017, dans lequel il a plaidé pour une uniformisation du droit économique, tout d'abord dans les relations franco-allemandes, d'où aussi le soutien du traité d'Aix-la-Chapelle, le soutien de l'Assemblée parlementaire franco-allemande en 2021. Donc ça, c'est vraiment un projet juridique qui pourrait être très intéressant pour créer une dynamique européenne économique dans les régions frontalières, mais pas seulement là, qui est soutenu par la députée Valérie Gomez-Passac, vous la connaissez, qui a rédigé un rapport là-dessus, par l'association Henri Capitan. Donc, il y a un progrès, il faut le faire, et parce que je pense vraiment que dans le droit des affaires, à côté du droit public dont j'ai parlé aussi, cela pourrait être vraiment un moteur pour une dynamique européenne économique dont l'Union européenne tout entière pourrait profiter et qui va favoriser la compétitivité de notre économie. Ok, merci beaucoup. Emmanuel, même question. On en a listé des dossiers. Natacha et Roland Thess en ont mis d'autres sur la pile. Lequel vous paraît essentiel? Alors d'abord, merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur, puis un plaisir aussi de
de pouvoir exprimer son opinion. Puis merci surtout au grand Manitou de ces rencontres, à savoir Nicolas. Je vais répondre bien sûr à votre question. 2022, de mon point de vue, ça va être une année mais stratégique. Pourquoi? Parce qu'avant même le Covid, tout a commencé en fait à la fin 2019. Vous le savez, il y a une nouvelle commission qui est arrivée, notamment avec un Français, Thierry Breton. Et on sent bien que depuis 2 ans, il suffit d'ouvrir le journal, hein, il y a un changement vraiment d'ambition et de ton. Alors c'est quoi ce changement? Pour faire simple, hein, l'Europe c'est d'abord un grand marché, en tout cas ça essaye d'être un grand marché. Roland vient de nous montrer à quel point c'était compliqué, hein, parce que qui dit grand marché dit uniformisation juridique. Et aujourd'hui on a l'impression que l'Europe veut être plus que ça, elle veut être une puissance, hein, face aux États-Unis, face à la Chine. Et donc vous le savez, depuis 2 ans il y a des chantiers incroyables qui sont mis en tout cas sur le papier. J'en cite quelques-uns, mais Béatrice en a déjà parlé. Sur le numérique, on veut réguler les géants du numérique, on veut se doter d'un cloud souverain, on a lancé des grands projets industriels, on en a tous entendu parler, hein, la batterie électrique, les semi-conducteurs, le moteur à hydrogène, on veut lutter contre la concurrence, entre guillemets, déloyale, notamment de partenaires non européens, en établissant de nouvelles règles en matière de subventions étrangères, on veut faire la transition écologique avec le Green Deal, bref, c'est magnifique sur le papier. Puis il y a beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'il y a un mais. Le mais, et c'est comme ça que je vais répondre, de cette manière que je vais répondre à votre question, à mon avis, 2022, ça va être stratégique parce que des intentions à la réalisation, il y a parfois malheureusement un écart. Et l'économie, c'est l'art de l'exécution. Hein, les meilleures intentions peuvent donner des résultats pas très bons si on ne prend pas garde à plusieurs choses. Première chose, tous ces programmes, hein, on va mettre des dizaines de milliards, hein, par exemple sur les semi-conducteurs. Qui va gouverner ces programmes? C'est ce qu'on appelle la gouvernance des programmes. Ça peut paraître anecdotique, mais vous savez, mettre de l'argent, c'est une condition nécessaire, ça n'est pas une condition suffisante pour réussir. Donc comment ces programmes, ces grands programmes vont être gérés? Si ça ne marche pas, est-ce qu'on est capable d'arrêter, par exemple? Donc premier problème, la question de la gouvernance de ces programmes. Second problème, me semble-t-il, en tout cas seconde question, est-ce qu'on est bien clair dans notre tête sur les objectifs? Quand on fait plein de choses, hein, vous savez, en économie, il y a un principe, un objectif, un instrument. Est-ce qu'on est clair sur notre objectif? Je vais être très pratique. Prenons un exemple. Par exemple, les semi-conducteurs. Quel est notre objectif? Rattraper notre retard sur Taïwan, sachant qu'on a plusieurs années de retard. Et donc, posons-nous la question, est-ce qu'on est capable de rattraper? Est-ce qu'on ne court pas le risque d'avoir toujours, un train de retard? Ou ne vaut-il pas mieux faire une politique industrielle où on ne cherche pas à combler notre retard, mais à préparer les ruptures à venir, notamment dans les secteurs qui n'existent pas encore. Vous savez, l'ordinateur quantique. Donc deuxième sujet, est-ce qu'on est bien clair sur les objectifs que nous poursuivons avec un instrument? Je n'ai pas l'impression qu'on soit toujours au clair. Et puis troisième question, tout cela, ce sont des nouveaux instruments qui n'existaient pas. Et tant mieux, hein, je ne suis pas en train de critiquer, c'est une très bonne chose. Il ne faudrait pas que ces nouveaux instruments remplacent ce qui existe depuis 50 ans, depuis 60 ans, et qui, ont plutôt, quoi qu'on en dise, fonctionné. Mais c'était quoi? C'est la politique de la concurrence dont beaucoup nous disent, mais regardez, c'est justement cette politique de la concurrence, c'est justement Bruxelles qui fait qu'on n'a pas réussi à faire des géants européens. Ouais. On l'entend, cette critique. Ça s'appelle la théorie du bouc émissaire. La concurrence, on va prendre un terme anglais, hein, concurrence. Moi, je la fais parfois un peu, cette critique. Concurrence, ça se dit competition en anglais. Hein. Et c'est quoi la vertu de la compétition dans le sport? C'est l'émulation. Donc en fait, la concurrence, c'est pas une idéologie. Hein. Moi, je défends pas la concurrence parce que je suis un ultralibéral. La concurrence, c'est un outil. Il y a 3 moyens d'avoir de la croissance. Hein. Éducation, recherche-développement, concurrence. Vous regardez tous les travaux empiriques. Pour un pays développé, je dis bien pour un pays développé, pas pour un pays qui rattrape. Forcément, le pays qui rattrape, son objectif, c'est d'adopter les technologies qui existent. Il n'a pas besoin de concurrence. Mais pour un pays qui est à la frontière de la technologie, le meilleur moyen d'avoir de l'innovation, c'est de la concurrence. Donc quand on m'explique que nous sommes les idiots du village mondial, on entend souvent ça, en Europe, parce que nous croyons à la concurrence, mais on n'est pas des idiots. On a juste compris que l'économie, ça passe aussi par de la concurrence. Je n'ai pas dit que la concurrence était l'alpha et l'oméga. Donc premièrement, la concurrence, c'est pas si mal que ça. Secondement, la politique de concurrence. Donc le gendarme qui met des sanctions quand on joue mal. C'est quand même pas mal.
On entend souvent nous dire, oui, mais les Européens, ils se tirent une balle dans le pied, vous savez quoi? Ils luttent contre les pratiques anticoncurrentielles, les autres ne le font pas. Mais on n'est pas masochiste. On fait ça parce que c'est dans notre intérêt. D'abord, on lutte contre des pratiques qui ont lieu sur notre sol et qui sont mises en œuvre par des entreprises extra-européennes. Quand la Commission européenne condamne un cartel sur les airbags, mis en œuvre par une entreprise japonaise et américaine, au détriment de qui? Au détriment des constructeurs automobiles européens. Ben, c'est pas si mal que ça d'avoir une politique de la concurrence. Lorsqu'on a des géants du numérique, Google pour ne pas la citer, qui abusent de sa position dominante, c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir une politique de la concurrence. Alors on nous dit, elle va pas assez vite. Ok. Et si on n'avait pas la politique de concurrence, on aurait fait quoi? Rien. Donc attention, la politique de concurrence ne peut pas tout. Ça n'est pas parce qu'elle ne peut pas tout qu'elle ne peut rien. Donc attention un peu à ce fantasme un peu répandu en France, qui consiste à dire qu'il faut choisir entre politique industrielle et politique de concurrence. Je ne crois pas que la politique de concurrence soit un obstacle à l'émergence de champions européens. Je pense même le contraire. Un exemple. Quand vous luttez contre un abus de position dominante, ça veut dire quoi un abus? C'est un géant qui étouffe les petits. Ben justement, vous permettez à ces petits de grandir. Donc en réalité, si nous n'avons pas de nouveaux géants en Europe, ce n'est pas la faute de la politique de la concurrence, c'est qu'il n'y a pas assez de R&D. Il y a peut-être aussi un grand marché qui n'est pas suffisant, des marchés trop cloisonnés. Peut-être que nous avons un effort à faire en matière d'éducation. Donc attention à ne pas déshabiller la politique de concurrence au motif que tous ces nouveaux outils qui sont bienvenus, vont arriver. Donc bref, pour répondre à votre question, 2022, ça sera quoi? Ça sera une année fondamentale pour savoir très clairement comment ces nouveaux instruments, bienvenus, vont s'articuler avec l'ancien instrument qui existe depuis 50 ans. Et moi, j'ai un petit peu peur que ces nouveaux instruments désarment notre politique de concurrence. On doit marcher sur nos deux jambes. On a besoin de concurrence et de politique industrielle, et pas ou. Alors justement, de politique industrielle, vous disiez tout à l'heure, l'Europe se réveille, elle est en train de se doter d'outils. On parle énormément, et je pense qu'on va en parler beaucoup dans la campagne présidentielle qui s'ouvre, de souveraineté industrielle, de relocalisation, d'autonomie industrielle, autonomie stratégique, des mots qui n'existaient pas, qui n'ont pas existé pendant des décennies dans le débat politique. Ils sont là aujourd'hui sur la table. Est-ce que on est en train de se doter d'outils suffisants? Est-ce qu'on met suffisamment d'argent pour que l'Europe existe face à ces deux, à la Chine et aux États-Unis? Et est-ce que beaucoup mettent beaucoup d'espoir dans la relocalisation industrielle? Est-ce que c'est l'avenir aussi de l'Europe? Nicolas. Oui, je veux bien dire un mot parce que je pense que ce qu'a dit Natacha Valla est vraiment très important, mais au fond, c'est l'européanisation de ce que disait Éric Chanet tout à l'heure sur la France. C'est-à-dire essayer de voir le coup d'après, après la sortie de crise, après le rebond. Comment on fait pour avoir une croissance potentielle qui soit forte et qui nous permette de faire tout ce qu'on a envie de faire, la transition énergétique, financer notre modèle social, augmenter les salaires, etc. Donc ce qu'a dit Éric Chanet au niveau français est vrai aussi au niveau européen. Moi, je trouve qu'il y a trois sujets de politique économique qu'on peut mettre sur la table. Premier sujet, alors c'est un peu la question que tu posais, on a besoin d'argent, c'est la question du financement privé. On n'a pas un gros marché financier de l'innovation en Europe comme les Américains ont avec le Nasdaq. Moi, je trouve que ce serait un fantastique projet politique d'essayer de réfléchir à ça. Alors, sans doute pas à 27, ça me paraît pas possible, mais d'essayer déjà de le commencer à 4, 5 ou 6. Donc, première chose, pour justement que nos entreprises puissent avoir accès à beaucoup d'argent. Donc, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, la politique industrielle d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être que la politique de la concurrence suffit, mais je suis super libéral, mais je pense qu'il y a quand même aussi des endroits dans lesquels il faut qu'on mette de l'argent public. Il faut comprendre la dynamique du monde aujourd'hui. La dynamique géopolitique et économique du monde est très simple à comprendre. Vous avez une économie, les États-Unis, un pays, les États-Unis, dont le principal objectif, c'est de rester la première économie du monde. Et vous avez un pays, la Chine, dont le principal objectif, c'est de devenir la première économie du monde. Voilà. Et donc, vous comprenez bien qu'on a une sorte de course économique et technologique qui risque de nous laisser en arrière si, sur des sujets de très haute technologie, alors c'est peut-être plus le numérique, les GAFA, on les aura plus, mais ça peut être l'hydrogène, ça peut être l'ordinateur quantique, comme le propose Thierry Breton. Enfin, en tout cas, je pense que là, il faut quand même qu'on mette des moyens, y compris des moyens publics. Et puis, troisième sujet, ce qu'a dit
le ministre Sarrois des Affaires européennes, à mon avis, est essentiel. C'est-à-dire continuer de construire, au fond, un grand marché européen. On a fait le marché unique, mais en fait, il n'est pas encore complètement unique. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à homogénéiser en matière de droit, en matière de fiscalité. Et ça aussi, je trouve que c'est un fantastique projet politique. Emmanuel. Juste pour réagir à ce que disait Nicolas, je ne suis pas contre la politique industrielle, c'est même l'inverse. Je dis simplement, une bonne politique industrielle, ça marche avec de la concurrence. Exemple, le vaccin contre la Covid. Trump a mis 12 milliards de dollars sur la table. Mais il n'a pas dit à une entreprise, je vais te donner 12 milliards de dollars. Il n'a pas désigné le vainqueur. Il a dit, qui veut participer à ce programme de recherche? 7 entreprises. 7 entreprises, ça s'appelle de la concurrence. Vous voyez, on retrouve cette idée que la concurrence, c'est pas une idéologie. La prise de risque aussi. La prise de risque, c'est pas une idéologie, c'est un moyen. On sait bien que le meilleur moyen de chercher, c'est de se dire, mince, j'ai un concurrent qui cherche aussi. C'est comme dans la compétition. Pour revenir sur la souveraineté, juste un tout petit mot. La souveraineté, à mon sens, c'est pas l'autarcie. Et on entend parfois cette petite musique, on va tout faire nous-mêmes. Oui, mais franchement, au début de la pandémie, on s'est dit, bon, on n'avait pas les masques, on n'avait pas les respirateurs, on n'avait pas les médicaments, on n'avait pas... Et tout le monde se dit aujourd'hui, mais bon, il faut qu'on soit autonome là-dessus, il faut qu'on soit souverain là-dessus. Est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens, mais pas forcément le sens qu'on lui donne parfois. Être souverain, c'est pas faire tout soi-même. D'abord, c'est impossible. Vous allez dire, bah si, quand je produis mes carottes dans mon jardin, je suis souverain. Bah non, vous n'êtes pas souverain parce qu'il faut de l'engrais. L'engrais vient d'une entreprise allemande et puis il faut une pelle et la pelle a été faite au Japon. Donc déjà, l'idée qu'on puisse tout faire soi-même, ça n'a pas de sens. Secondement, c'est pas forcément malin, c'est même contre-intuitif. Si on produisait tous les masques en France, imaginez qu'on décide de produire tous les masques en France. Le jour, espérons que ce jour n'arrive jamais, où il y a un choc en France, il n'y a plus de production de masques. Donc finalement, c'était pas si mal que ça d'importer d'autres pays. En réalité, le vrai sujet, c'est pas de savoir est-ce qu'on produit des masques ou pas, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir, au moment où on le veut, des masques à disposition. Il y a 2 solutions. Constituer des stocks stratégiques et secondement, diversifier ses approvisionnements. On n'est pas obligé d'importer tous ces masques de Chine. Ce que je veux dire par là, c'est que, attention, entre un problème, le problème, oui, nous avons été en situation de fragilité. Ah oui, il y avait pénurie de masques, mais pas qu'en France, dans le monde. Mais c'est pas parce qu'on a un problème que la solution est nécessairement de tout faire soi-même. Alors je ne dis pas qu'il faut rien faire soi-même, mais à mon sens, ça ne peut être que sur des productions très ciblées. Il faut d'abord identifier nos vulnérabilités. Elles ont été d'ailleurs identifiées par Bercy, et on s'aperçoit que finalement il y a assez peu de produits sur lesquels l'Europe est vraiment, vraiment dépendante. Dépendante au sens, on a un seul fournisseur et on ne peut pas le diversifier. Mais dès lors que vous avez plusieurs fournisseurs dans le monde, eh bien, il suffit, si j'ose dire, de diversifier ces approvisionnements. C'est même plus malin que de produire soi-même, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc attention aussi à ce mirage un petit peu qui est de dire la souveraineté, c'est quand on fera tout soi-même. Non, la souveraineté, pour moi, c'est quand on est dépendant des autres et que les autres sont aussi dépendants de nous qu'on est dépendant d'eux. Exemple concret. Tout le monde nous dit on est dépendant de Taïwan pour les semi-conducteurs. Et c'est vrai. Mais on oublie de dire aussi autre chose. C'est que Taïwan est dépendant de l'Europe pour les machines qui fabriquent les semi-conducteurs. Il y a une entreprise au monde qui fabrique les machines, aux Pays-Bas, ASML pour ne pas la nommer. Est-ce qu'on est si dépendant que ça? Nous, on a besoin de leurs semi-conducteurs, mais eux ont besoin de nos machines. Donc vous voyez, l'indépendance, la souveraineté, pour moi, c'est la dépendance choisie et c'est la dépendance réciproque. Donc choisissons au fond nos combats, mais l'image d'Épinal qui est de dire on va tout relocaliser, on va tout faire soi-même, l'image du potager, 1, c'est irréaliste, 2, c'est très coûteux, 3, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que de toute façon, nous serons toujours dépendants par principe. Pour produire un médicament, pour certains médicaments, il faut du curare. Qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de production de curare en France. On peut le regretter, c'est comme cela. Donc l'enjeu, c'est vraiment de choisir ses dépendances. Vous voyez, c'est intéressant parce que pour le coup, on est sur un discours à la fois très volontariste, ce que disait Nicolas. J'ai pas de problème avec la politique industrielle, mais qui n'est pas un discours protectionniste. On n'est pas contre les importations chinoises. Parce que n'oubliez pas non plus que le commerce, ça marche dans les 2 sens. Si vous n'importez pas de Chine, ensuite vous n'exporterez pas d'Airbus vers la Chine. Vous n'exporterez pas de produits de luxe vers la Chine. Donc attention, moi je mets en garde contre une vision trop, entre guillemets, protectionnisme. On va tout faire soi-même. Je ne suis pas sûr que ça soit l'alpha et l'oméga. Entre ça et ne rien faire, il y a comme toujours le juste milieu. Choisissons
nos vulnérabilités, choisissons nos combats et on revient à la question de départ, qu'est-ce que l'on veut exactement faire en Europe? Quels sont les secteurs prioritaires? Les semi-conducteurs, c'est trop large. Est-ce qu'on veut se spécialiser sur les semi-conducteurs pour les voitures? Est-ce qu'on veut se spécialiser sur les semi-conducteurs pour telle activité? Et l'enjeu, c'est pas de rattraper, c'est d'être le meilleur. Roland Taessin, sur cette question de souveraineté industrielle, quel peut être le rôle du couple franco-allemand? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui. J'ai eu peur qu'on vous ait perdu. Non, vous ne m'avez pas perdu. Bon, bien sûr, le rôle du franco-allemand, en ce qui concerne la souveraineté européenne, c'est de mettre ensemble nos points forts en matière de recherche sur l'intelligence artificielle, parce que si nous essayons d'être compétitifs en tant que nation vis-à-vis les grands pôles du pouvoir globaux, ça ne va pas marcher. Alors, il faut mettre ensemble, il faut trouver le consensus franco-allemand pour en faire le nucléus d'un compromis européen. Je pense que ça, c'est la règle d'or de la politique européenne. Et cela a très bien fonctionné. Prenez par exemple le plan de relance européen maintenant. C'était un compromis franco-allemand qui a abouti à une politique européenne pour cette situation de crise, pour cette situation exceptionnelle. Et cela va être la clé pour une souveraineté européenne, ce qui n'est pas encore gagné. Si vous prenez par exemple la politique de défense, c'est aussi une question de souveraineté européenne. Là-dessus, le nouveau gouvernement allemand, il faut ajouter peut-être que je ne suis pas en position neutre d'en parler, parce que c'est pas mon... moi, je suis chrétien-démocrate, donc on ne fait plus partie de ce gouvernement, mais en matière de défense, par exemple, ça va devenir plus compliqué pour le couple franco-allemand avec l'arrivée au pouvoir des Verts surtout. Mais en matière de recherche, en matière de budgétaire peut-être aussi, ça va continuer, à mon avis, sur ce chemin qui est celui de la coopération franco-allemande, qui est très, très en faveur d'un projet européen d'intégration ambitionné. Natacha, quand on parle d'Europe, on parle de régulation, on parle de règles. Il y en a certaines qui ont corseté la zone euro depuis 2 décennies. C'est le fameux pacte de stabilité. C'est les 3% de déficit, c'est les 60% de dette. Alors ce pacte de stabilité, il a été mis en sommeil pendant la pandémie. Et puis il y a une petite musique qu'on commence à entendre, notamment en France. Il faudrait réécrire ce pacte de stabilité, réécrire de nouvelles règles. Est-ce que c'est possible? Quelles règles pourrait-on réécrire? Et puis après, je voudrais entendre la réponse d'un Allemand sur ce sujet-là et ce qui est écrit dans le contrat de coalition. Peut-être que ça nous ramènera à la réalité en France. Natacha, sur le pacte de stabilité des règles. Ce thème des règles budgétaires va très vite revenir au centre de l'actualité, puisqu'effectivement, on l'avait vraiment mis de côté. Alors, depuis qu'il existe, le pacte de stabilité et de croissance a été mis de façon épisodique entre parenthèses. Je ne reviens pas sur l'épisode de 2005, mais il était quand même assez intéressant de voir que la France et l'Allemagne avaient à ce moment-là aussi décidé de le mettre un petit peu en sourdine. Moi, je crois qu'un principe directeur de toutes les réflexions qu'on peut avoir sur les règles budgétaires, c'est que quand on partage une monnaie unique entre plusieurs membres et que ce partage de monnaie unique n'est pas assis sur l'expression ultime, on serait un fédéralisme budgétaire et fiscal, alors il faut que chacun des États membres soit extrêmement discipliné sur la gestion de ses finances publiques. Ça, je pense que c'est un principe que chacun doit s'appliquer. Pourquoi? Parce que quand on partage une monnaie unique, on partage aussi des biens qui sont implicites et explicites, liés au fait qu'on ait la même monnaie. Ça fait une contrainte sur la valorisation relative, sur les prix relatifs. Ça fait une contrainte sur la compétitivité prix relative. Ça fait plein de contraintes qui ne sont pas forcément perceptibles par les citoyens, mais qui font que si on se porte trop en faux, si on tire sur la ficelle, si on se comporte comme un passager clandestin sur cette monnaie unique, in fine, ça peut mal se passer. Donc, ce principe étant dit, je pense qu'il ne faut pas s'interdire, et c'est un bon moment pour le faire, de réfléchir à la meilleure façon
de coordonner nos actions, nos politiques budgétaires nationales et nos actions de politique économique de façon générale, mais budgétaire en particulier, pour faire en sorte justement que tout le monde reste satisfait autour de la table. Et alors la vraie question qui va se poser dans la discussion sur les règles budgétaires, elle est résumée souvent dans le discours public par le fait qu'aujourd'hui, les critères de ce qu'on appelait critères de Maastricht, voilà, qui sont la limite à 3% de déficit public et à 60% du stock de dette publique sur PIB, on peut peut-être réfléchir parce que sincèrement, le 60% de dette sur PIB, quand on est, nous, en France, à près de 118, et je ne parle pas de la situation italienne, imaginez qu'on reviendra un jour sous les 60, pareil, on sera peut-être tous morts et enterrés quand même. Ça paraît très loin. Je pense que la question est légitime. On a en début d'année 2021, j'ai eu la chance de faire partie d'une autre commission qui était la commission Arthuis sur la gestion, enfin le futur des finances publiques français. Le rapport a dû rassurer nos amis allemands parce qu'on a été assez orthodoxe finalement, mais on s'est rendu compte que si on voulait, alors d'une part, qu'il fallait pas s'endormir sur le fait que les trajectoires de dette publique aujourd'hui sont assez stables. Elles sont stables parce que les taux sont bas et les conditions de financement sont basses. Mais si ces conditions de financement se détériorent, ça deviendra très vite compliqué. Mais on s'est rendu compte aussi que si on cherchait à faire reconverger le stock de dette sur PIB trop rapidement, ça créerait des conditions macroéconomiques beaucoup trop difficiles. Ça serait un frein à la croissance beaucoup trop difficile. Moi, il me semble que dans la réflexion, on peut très bien se dire, est-ce que la métrique dette sur PIB est la bonne? La dette, on le dit souvent, c'est un stock, et le PIB, c'est un flux de richesse créé année par année. Donc, il y a une incompatibilité de dynamique entre un stock et un flux qui fait que finalement, c'est peut-être pas la bonne métrique. Pour garder quand même cette compatibilité avec la discipline sur la gestion des finances publiques, je pense que ça ferait sens de réfléchir, par exemple, à des règles de dépenses, finalement. Faire en sorte que les dépenses se comportent de façon à maintenir l'équilibre de la balance. La soutenabilité, la soutenabilité de la dette, en fait, c'est ça. De la contrainte budgétaire intertemporelle dans un certain sens, mais maintenir ça. Alors, on peut exclure peut-être la charge le poids de financement de la dette, mais en tout cas, c'est une règle qui, in fine, quand elle est traduite, c'est une règle de bon sens, de pas dépenser en valeur présente plus que ce qu'on sera capable de générer comme recette, principalement fiscale, dans un futur qui est un futur raisonnable. Donc moi, j'aime beaucoup les règles de dépenses. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est basé sur des vraies données et pas sur des estimations. On a beaucoup de règles. Enfin, les règles fiscales aujourd'hui sont basées sur des estimations, par exemple, de la croissance potentielle ou des estimations. On ne sait pas très bien la calculer. On se rend compte qu'on peut la calculer de façon différente et qu'on aboutit à des implications différentes. Donc, c'est très difficile d'en sortir parce qu'on a besoin d'avoir une idée, grosso modo, de notre tendance et de notre capacité à croître à moyen terme. Mais plus on peut se rapprocher d'instruments de mesure tangibles et concrets, plus facile ce sera ensuite pour émettre un jugement et pour, encore une fois, se coordonner les uns les autres. Alors ça, c'est le rêve français. On pourrait basculer sur de nouvelles règles. Que nous dit le contrat de coalition sur ce sujet-là, Roland Theiss? Alors je pense que ça, c'est une question très politique. Alors il faut trouver une réponse politique et au-delà des formules de compromis au sein du traité de coalition, il faut analyser vraiment la dynamique dans cette question au sein du nouveau gouvernement. Parce que vous avez tout à fait raison, il y a une partie de ce gouvernement, la gauche au sein des sociodémocrates et des Verts, qui sont très en faveur de changer les règles de Maastricht, qui veulent bien accepter davantage de déficit, de dépenses publiques, et qui veulent revoir les règles européennes de déficit et de dette publique. C'est vrai. Mais il y a aussi au sein de ce nouveau gouvernement le chancelier, qui est jusqu'à présent encore le ministre des Finances de la coalition sortante, Olaf Scholz, et il y a en même temps aussi les libéraux qui sont très opposés à changer la grande voie, le grand chemin en ce qui concerne
de la politique de l'endettement commun européen, qui sont très opposés à tout ce que changent les règles de déficit. Et c'est le chef du Parti libéral, Christian Lindner, qui sera le futur ministre des Finances. Alors, ce qu'on peut dire jusqu'ici, ce qui est sûr, c'est que ça sera un des débats au sein du gouvernement, du nouveau gouvernement allemand. Ça sera une pomme de discorde au sein du nouveau gouvernement. Ce n'est pas encore clair où ça va mener. Une chose est claire, par contre, c'est que dans le droit national allemand, dans notre constitution, il y a cette règle, ce frein d'endettement de l'Allemagne, et c'est une règle qui ne peut qu'être changée avec les 2/3 du Deutsche Bundestag et du Bundesrat, alors avec le soutien de l'opposition. Et je pense que ce soutien du côté du Parti chrétien-démocrate pour changer les règles nationaux, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas réaliste. Alors ça sera très compliqué. Et je ne veux pas, en toute franchise, je ne crois pas que nous toucher les espoirs français. Vivre, que nous allons vivre une situation dans laquelle la politique allemande va changer en principe sur l'endettement et le déficit et la dette publique. Peut-être avant de vous passer la parole, parce qu'il y a plein de questions. Il y en a une, quand on parle d'une Europe puissante, on dit il faut que c'est une Europe qui protège aussi ses startups, c'est une Europe qui protège ses pépites. Est-ce qu'il faut se doter, là aussi, d'outils pour mieux contrôler les investissements étrangers? Emmanuel? Réponse oui, mais comme toujours, hein, l'économie c'est l'art de la mesure. Oui, et d'ailleurs ça existe hein, dans chaque pays, y compris la France, hein, depuis le général de Gaulle, hein, on peut interdire, bloquer un rachat d'entreprise française. Mais est-ce que ça marche? Voilà, ça c'est la théorie. Est-ce que ça marche vraiment? Je vais vous donner un exemple. Il y a une start-up qui s'appelle Prophecy, qui est une start-up dans l'intelligence artificielle et puis la lumière, etc., qui a été rachetée récemment par un fonds d'investissement qui s'appelle Inquitel, qui est le fonds de la CIA. Ils n'ont pas racheté, mais la CIA est rentrée au capital de cette start-up. Mais est-ce que c'est normal? C'est pas génial, dit Nicolas. Bah non, c'est pas génial. Il faut poser la question au gouvernement français, puisqu'il en a les moyens. La preuve, il y a quelques mois, il a interdit le rachat par une entreprise américaine dénommée Teledyne d'une start-up française qui s'appelle Photonis. Photonis, c'est un des leaders de la vision nocturne, donc très important, notamment dans le domaine militaire. Donc d'abord, le gouvernement a le pouvoir de le faire, et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à deux conditions. Qu'on définisse bien ce qu'on appelle une entreprise stratégique. À mon sens, les mots sont très précis, c'est ceux d'ailleurs du général de Gaulle, et stratégique, ce qui touche à la sécurité nationale. Donc ça peut être une approche en termes de produit, le produit est stratégique, ou alors l'entreprise qui rachète mon produit qui n'est pas stratégique est une entreprise qui est en réalité contrôlée par un État étranger. Dans ces deux cas de figure, il me semble légitime qu'un gouvernement puisse s'opposer. Donc j'ai zéro problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est comme pour la souveraineté, hein, c'est quand on commence à m'expliquer que tout est souveraineté, hein, et que les yaourts français font partie de notre souveraineté, que éventuellement le rachat de Carrefour par un Canadien qui est plutôt Couche-Tard, qui est plutôt un pays allié. J'ai la plus grande amitié pour Bruno Le Maire. Mais pardon, pour un économiste, je ne vois pas en quoi un actionnaire, au motif qu'il est canadien, serait plus mauvais qu'un actionnaire français. Pour moi, la nationalité d'un actionnaire n'influe pas sur sa performance. Il y a des bons managers, il y a des bons actionnaires, et il y a des mauvais actionnaires. Je vais vous donner 3 exemples. Le Club Méditerranée, c'est quand même un joyau français, on en est super fiers. C'est possédé par des Chinois. Est-ce qu'on peut considérer, objectivement, hein, moi je ne suis pas un spécialiste du Club Med, mais enfin je lis le journal comme tout le monde, j'ai l'impression qu'ils montent en gamme, qu'ils ouvrent de nouveaux clubs. Est-ce qu'on peut considérer qu'au motif que l'actionnaire est chinois, ils ont pillé le Club Med? Moi j'ai plutôt l'impression qu'ils ont mis de l'argent et qu'ils ont aidé une pépite française à grandir. Volvo, belle entreprise de l'automobile qui est dans un secteur concurrentiel. Alors, c'est pas stratégique au sens militaire. L'actionnaire, je crois, est chinois, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut considérer qu'au motif que l'actionnaire est chinois, Volvo court à sa perte? Même chose pour Jaguar. D'ailleurs, je me souviens que la reine d'Angleterre s'était félicitée du fait que Jaguar, qui était en perdition, hein, se soit fait racheter par un actionnaire indien, je crois que c'était Tata Motors. Elle était même allée à l'inauguration de l'usine, non pas en Chine, non pas en Inde, en Angleterre. Ce que je veux dire par là, c'est que entre ne rien faire
et nous dire que tout est stratégique et nous faire une liste à l'après-vert où à la fin, finalement, on peut à peu près interdire tout rachat, je pense qu'il y a comme toujours un juste milieu. Et c'est un peu comme la souveraineté, hein. Il faut savoir ce que l'on veut faire, il faut se donner des règles, il faut s'y tenir. Et à mon sens, la bonne règle, c'est celle qui est inscrite dans le Code monétaire et financier depuis 1966, à l'initiative du général de Gaulle, est stratégique, tout investissement qui est potentiellement une menace pour notre sécurité nationale. Donc pas de sujet, en effet, si une entreprise est rachetée par la CIA. D'ailleurs, c'est intéressant votre exemple, hein. La CIA, c'est pas la Chine, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser que nécessairement, celui qui va venir, entre guillemets, piller nos entreprises sont les Chinois. Non, notre approche, c'est pas une approche pays. Ça doit être une approche en termes de est-ce que ce produit est vital pour nous, oui ou non. Oui. Mais attention à l'approche trop extensive, moi, qui me fait un petit peu peur. Natacha. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ce que dit Emmanuel et qui est très juste. Il faut donc aussi qu'on se donne au niveau européen les moyens de financer, de mobiliser notre épargne européenne pour financer nos propres entreprises, pas en dette, mais en fonds propres. C'est-à-dire d'aller permettre à cette épargne de s'investir, de prendre du risque, mais aussi de faire la croissance et de capter la croissance à long terme sous les formes qu'il faut. Je pense qu'on n'est pas armé pour ça et que ça, pour le coup, c'est un objectif prioritaire qu'on devrait relier aussi aux questions de stratégie, aux questions de modèle industriel et éventuellement de politique industrielle. Mais sans ça, on aura toujours beaucoup de mal parce que on oblitère complètement et une bonne partie des bilans, alors des grandes institutions financières que sont les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension dans certains pays européens, on n'a pas tellement en France, mais et les asset managers, qui sont in fine, il ne faut pas l'oublier, les pourvoyeurs de l'épargne des entreprises et des citoyens. Donc, tous ces intermédiaires-là expriment en fait les capacités d'investissement de l'épargne des citoyens. Et tant qu'on aura un écosystème qui ne sera pas en mesure de permettre à cette épargne d'aller investir dans nos startups et d'aller investir dans les entreprises qui feront la croissance de demain, ça risquera compliqué. Et pour le coup, les investisseurs internationaux, vous savez, quand on parle aux investisseurs américains aujourd'hui, ils trouvent que l'Europe, c'est bien peu cher et ils viennent très volontiers investir dans nos entreprises, que ce soit en private equity, en côté aussi d'ailleurs, et en dette éventuellement aussi. Mais voilà, donc ça, il faut vraiment le garder en tête et se dire, c'est aussi la façon dont on veut, nous, mobiliser notre épargne pour la croissance de demain. Vous vouliez rajouter un point, Emmanuel ? Non, quand on parle d'investissement stratégique, il y a aussi l'idée de se protéger contre des rachats, souvent par des étrangers, mais pas seulement, dans le seul but de tuer la pépite. C'est ce qu'on appelle, nous les spécialistes, les killer acquisition. Je rachète une entreprise et ensuite je fais disparaître son produit parce que son produit pouvait me faire de l'ombre, parce qu'en réalité elle cherchait sur la même chose que moi. Et là, il est clair que ce type de rachat doit être surveillé de très près, justement. Les GAFA l'ont beaucoup fait, ça. Alors les GAFA, c'est encore plus compliqué parce qu'ils les rachètent pour les intégrer à leur écosystème. Quand Facebook rachète Oculus, le leader de la réalité virtuelle, c'est pas pour la détruire, c'est pour l'incorporer à son écosystème. Et pour cela, la politique de concurrence, finalement, est un bon outil puisqu'elle permet de contrôler notamment ces acquisitions tueuses. Il nous reste un quart d'heure et on va vous passer. Il y a un micro qui circule. Qui veut poser la première question ? Alors, madame et monsieur. Oui, voilà. J'ai une question au sujet de la gouvernance, à savoir, vous parlez de projection sur l'avenir, de l'évolution de l'économie européenne, ce qui était très intéressant pour tout le monde. Par contre, quels sont les freins au niveau national ou nationaux dans les différents pays et quelle est l'intervention de la Commission européenne ou du Parlement européen ? Roland Theiss, c'est Natacha, peut-être une réponse. Vous nous entendez ? Natacha. Est-ce que vous nous entendez, Natacha ? Est-ce que vous pouvez répondre ? Oui, moi, j'entends. Roland peut-être répond. Roland ? J'ai un tout petit problème avec le micro quand il y a une... Parce que je vous suis via Zoom et là, il est très... il n'y a pas de très... ce que j'ai compris, c'est que quels sont les freins au niveau national? Voilà, c'est ça.
Je pense que, pour parler vraiment seulement de l'Allemagne, parce que je ne suis pas un expert de tous les pays de l'Union européenne, mais ce que la crise Covid nous a montré, c'est que nous devons mener un débat sur le fonctionnement de notre État. C'est vrai que le fédéralisme a assez bien fonctionné en période de crise, mais quand même, nous voyons qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné du tout, où il faut vraiment nous demander est-ce que nous n'avons pas besoin d'une grande réforme de notre État fédéral en Allemagne. Je pense que c'est un débat qui va suivre la crise, qui va rendre nécessaire une très profonde analyse de comment est-ce que l'Allemagne peut fonctionner en tant qu'État membre de l'Union européenne, avec une économie forte, mais avec les problèmes que nous avons, vous le connaissez tous, la démographie, les tensions entre l'Est et l'Ouest, et la question aussi, les compétences dans notre État sont bien réparties entre le niveau fédéral, le niveau des États fédérés et les municipalités. Là, je pense que ça sera un débat qui viendra sans doute après les expériences qui étaient, si vous demandez aujourd'hui, les gens plutôt négatives pendant la crise du Covid. Peut-être, Natacha, vous pouvez peut-être répondre à la question de Madame sur le fonctionnement de la Commission, du Parlement, le fonctionnement de l'Union européenne. Est-ce que est-ce que par exemple le vote à l'unanimité sur certains sujets, notamment fiscaux par exemple, c'est pas aussi un frein au développement de l'Europe? Je comprends la question. J'ai eu la même interruption et donc j'avais entendu gouvernance et interprété gouvernance d'entreprise. Mais non, la gouvernance du fonctionnement des institutions européennes, je ne veux pas avoir l'air trop direct, mais évidemment, c'est très problématique pour des décisions qui se rapprochent du cœur juridique de ce que fait l'Europe, quand on a besoin de l'unanimité ou quand on a besoin de majorité qualifiée. Pour moi, il y aura un vrai sujet, mais je suis pas sûre que ce soit maintenant. Alors, c'est jamais le moment et toujours le moment. Mais c'est le sujet du statut communautaire versus le statut intergouvernemental. On a vu que ça a pu être un frein pendant la gestion de crise, pas la crise Covid, mais la gestion de crise précédente, où on a mis en place des institutions européennes de gestion de crise, du type mécanisme européen de stabilité, le MES. On s'est dit, voilà, on veut mettre des institutions en place qui soient capables d'être très réactives. Donc, on veut qu'elles soient vraiment manœuvrantes, qu'elles puissent prendre des décisions, qu'elles puissent refléter les préférences des États membres, certes, mais qu'elles puissent prendre des décisions sans être soumises mécaniquement à des capacités de blocage, que ce soit par des minorités ou des positions stratégiques de certains pays. Et ça a été très compliqué parce que on s'est rendu compte sur le cas du MES, moi je trouve que c'est un cas d'école, on a mis en place des choses qui étaient très ambitieuses. Le MES existe aujourd'hui, c'est une capacité d'émission de dette, c'est une capacité de gestion des problématiques souveraines. On a vu les limites de ce modèle-là quand il a fallu envisager une institution similaire pour traiter les problèmes dans le secteur bancaire. On a vu qu'on s'est vite heurté à des limites qui nous ont fait frôler la catastrophe. Heureusement que la Banque centrale a été là pour gérer la question. Le projet d'union bancaire n'est pas... Voilà. Et aujourd'hui, alors ça, je prends le MES qui est moins grave que d'autres sujets, mais le sujet de l'union bancaire et le sujet de l'union des marchés de capitaux, c'est peut-être trop court pour développer ça maintenant, mais on a des points de blocage qui sont aujourd'hui encore des points d'avancée essentiels et nécessaires pour le marché unique dont on parlait tout à l'heure, mais aussi pour la stabilité financière dans la zone euro et in fine pour la pérennité de l'euro. Donc il ne faut pas sous-estimer justement le fait que ces grands dossiers soient pas toujours très visibles, mais le jour où ça va mal, si on n'a pas été capable de les faire avancer, ben, il faudra trouver des solutions qui peuvent être à ce moment-là très coûteuses parce que ça aura bloqué pour des raisons de gouvernance institutionnelle. Donc, c'est délicat d'avancer parce que ça implique de renoncer à certains
une certaine autonomie de décision, mais de la gouvernance, c'est en effet la gouvernance institutionnelle au niveau de la Commission, mais c'est aussi au niveau de chaque État comment sont affectés les fonds. On va mettre beaucoup d'argent. Je rappelle que la France va recevoir de l'Europe à peu près 40 milliards, je crois que c'est 39 milliards. Ces 39 milliards vont être distribués. Et la question, madame, elle est fondamentale, parce que gouvernance, c'est pilotage. C'est OK, on fait quoi avec cet argent? Et pour que ça marche, on revient toujours à cette idée que le diable est dans les détails. Il faut des appels d'offres, il faut mettre les entreprises en concurrence, il faut des experts indépendants. Qui est capable de dire si ce programme A est meilleur que ce programme B dans le domaine de la santé? Moi, je suis incapable. Je ne suis pas expert de la santé. Donc, faire appel à des expertises. Quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage d'arrêter. Un peu un problème en France. Quand ça ne marche pas, on a toujours du mal un petit peu à dire, écoutez, stop. Donc, vous voyez, la gouvernance, c'est fondamental parce que c'est la différence entre mettre de l'argent et avoir des résultats. Mettre de l'argent, c'est pas forcément super compliqué. Avoir des résultats, c'est d'autres choses. Et le lien entre l'input, ce qu'on met et ce qui sort, c'est une question de gouvernance, donc de pilotage. Donc le pilotage, c'est pas accessoire, c'est pas de l'intendance, c'est l'essentiel. Il y avait une question de... Oui, monsieur. Bonjour. Jean-Marc Morin, je suis médecin à l'hôpital, responsable de la gestion de l'hôpital. Pardon. Mais je parle mieux, c'est mieux, pardon. De la gestion donc hospitalière. Plusieurs points. Je ne fais pas une fixation sur Emmanuel, mais pour les curares, on a eu de gros soucis. Effectivement, on avait des curares qui arrivaient de Chine, qui étaient même estampillés en mandarin. Donc il fallait traduire et c'était un peu difficile, surtout dans l'urgence. Toutefois, l'hôpital de Lille a produit sa propre consommation de curares dans son officine. Donc c'est un point important. On ne peut plus être dépendant, comme on l'a été pendant cette crise, des autres. Mais pas que sur le secteur de la santé, sur le secteur de l'économie. La grande Europe, c'est beau, mais on est surtout un marché de consommateurs et beaucoup moins de producteurs. Beaucoup moins de producteurs. Tout à l'heure, je vous en parlais. Bon, on a quand même des leaders mondiaux. Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est global, c'est le sujet. On a des leaders mondiaux de fabrication de microprocesseurs. ST Micro et Soitec, ce sont des leaders mondiaux qui diffusent avec les technologies silicium quand même, qui sont majeures. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait... Mais ça se fait à Taïwan, ça se construit avec des machines hollandaises, c'est qui est étonnant d'ailleurs. Voilà, on ne pourra pas concurrencer avant 30 ans. Par contre, la production de médicaments, les médicaments vitaux, quels qu'ils soient, sont toujours délocalisés en Chine. Et là, les principes actifs, effectivement, sont... Il y a eu un problème dans une usine et il y a eu un blocage mondial, enfin en tout cas européen. Couchard, il me semble que ce n'était pas pour les pâtes de Carrefour qui s'y intéressaient, c'est pour la distribution des carburants. Donc ça, voilà, c'est une chose importante. Le cloud, comme le disait Nicolas Bouzou, c'est vrai que c'est très dommage qu'on n'en ait pas, parce que c'est une faiblesse. Et enfin, là, je pense la question qui me touche le plus, hier j'ai assisté à l'échange avec Madame l'ambassadrice sur les manœuvres entre Europe, Chine, États-Unis. Le problème, c'est que l'Europe semble subir un effet ciseau. Il va être pour les droits de l'homme. La Lituanie a pris une position indépendante, mais étant l'Europe, c'est l'Europe qui va être sanctionnée. Je crois, Madame l'ambassadrice pourra le confirmer. Et c'est l'Europe qui va être sanctionnée, mais les États-Unis continueront leur marché. La loi d'extraterritorialité est une vraie danger pour notre économie européenne. Et ça, il faudra arriver à le supprimer. Je rappelle quand même qu'un des dirigeants principaux d'Alstom a été cueilli à la descente de l'avion. Mais comment lutter contre vous parlez de l'extraterritorialité du droit américain, c'est compliqué, mais finalement, comment il faudrait essayer de s'en départir, parce que le fait de commercer en dollars nous expose à cette chose-là. Ça a coûté des milliards d'euros à la BNP et à d'autres. Il faudrait pouvoir en sortir. C'est ma question principale, je dirais. Je crois que Natacha veut répondre, je la vois lever le doigt, mais juste sur l'extraterritorialité du droit, Emmanuel Combes met lui-même des amendes très importantes à des entreprises américaines. Alors, c'est pas de l'extraterritorialité du droit, mais il a bien expliqué. Le droit s'applique à toute entreprise qui vend en Europe, peu importe qu'il soit chinois, taïwanais ou japonais. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons un outil, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que la concurrence, justement, c'est un outil qui s'applique aussi aux entreprises étrangères. Mais bien entendu.
On est dans un droit des effets. Hein. Donc attention à l'idée qu'on se fait mal soi-même. On se fait pas mal soi-même. Quand on a mis 500 millions d'euros à Google, c'est l'autorité française de la concurrence, pour n'avoir pas négocié dans les délais avec les éditeurs de presse, Google n'est pas une entreprise française, que je sache. Donc attention à cette image d'Épinal selon laquelle la politique de la concurrence ferait mal à nos propres entreprises. Non, elle lutte contre toutes les pratiques de quelques pays qu'ils viennent, dès lors qu'ils vendent sur notre territoire. Juste un tout petit mot pour répondre à monsieur, ne pas monopoliser la parole. Après vous passez la parole à Natacha. C'est complémentaire, Emmanuel, et bravo pour Google, c'était très courageux. Mais cette question d'extraterritorialité, en réalité, c'est une question pour les autorités de la concurrence, mais c'est in fine une question pour les autorités monétaires aussi. Il ne faut pas oublier que cette extraterritorialité, et ça a commencé avec les amendes BNP Paribas, c'était lié à l'utilisation du dollar, l'utilisation de la monnaie. Alors ça, pour moi, économiste monétaire, c'est un abus d'interprétation du rôle de la monnaie, mais stricto sensu, on est aujourd'hui dans un système monétaire international qui est caractérisé par ce qu'on appelle une devise clé. Et la devise clé, c'est le dollar. Donc à partir du moment où on utilise le dollar dans les proportions qui sont celles d'aujourd'hui, qui prévalent pour les échanges, mais aussi pour les réserves et pour tout un tas de choses qui font l'intégration du système monétaire et financier international, on aura vraiment beaucoup de mal à se prémunir contre ça. Et les autorités de la concurrence ne suffiront pas. Je pense que c'est là aussi, et pour la dimension européenne, c'est absolument essentiel, qu'on prenne conscience, mais on a déjà pris conscience de ce rôle fondamentalement géopolitique de la monnaie. La Commission, depuis 3-4 ans, accepte d'avoir un discours sur le sujet, accepte de dire, mais peut-être que l'euro, notre monnaie, ça peut être un vecteur, un objectif stratégique, en fait, pour le coup. Et là, la stratégie rejoint la définition du Code monétaire et financier, la définition d'Emmanuel tout à l'heure. Est-ce qu'on passe pas à côté en refusant même d'envisager la chose? Moi, je me souviens que la BCE, pendant longtemps, refusait même de parler du rôle international de l'euro, en dehors de la comptabilisation, des flux financiers, des réserves, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de maturité sur ce débat qui peut nous permettre de façon assez, alors je me porte en faux parce que je suis assez passionnée quand j'en parle, mais de façon assez dépassionnée et raisonnable, penser à ce qui serait dans l'intérêt de l'équilibre du système monétaire international pour positionner l'euro. Et là, il y a un sujet, du coup, je profite pour uniquement le mentionner parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la question de l'euro digital et de la monnaie digitale de banque centrale, c'est un vrai sujet pour l'Europe aujourd'hui. Certaines autres banques centrales s'en sont emparées plus vite et plus tôt que nous. La Chine, évidemment. Mais rien n'est trop tard et je pense que c'est vraiment le moment pour faire en sorte que ce projet aboutisse et faire en sorte qu'on ait finalement des outils pour décider. On n'a pas les outils pour décider aujourd'hui sur l'extraterritorialité du dollar, malheureusement. Mais se doter d'outils, c'est complètement à notre portée aujourd'hui. Emmanuel. Non, je voudrais répondre à monsieur. Vous avez fait 4 remarques et au risque de vous surprendre, en fait, je suis assez d'accord avec vous. Première remarque, vous avez dit oui, mais on est vulnérable sur les médicaments. Justement, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, cette approche chirurgicale. Ça a été clairement identifié, notamment par les rapports de la DG Trésor. On a un problème sur la chimie. On est trop la chimie, donc la pharmacie, hein, les médicaments, chimie fine, on est trop dépendant, notamment de la Chine. Donc pas de problème avec ça. Mais de là à dire qu'il faut tout doit être localisé, c'est un autre sujet. Donc ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Secondement, sur Soitec, STM, je suis d'accord avec vous. Sauf si je dis une bêtise, ils sont plutôt sur des puces pour les voitures, pour l'automobile. Il n'en demeure pas moins que l'Europe est complètement larguée par rapport à Taïwan et TSMC qui, je vous rappelle, est en train de préparer de la gravure à 3 nanomètres. Est-ce que notre objectif, c'est de rattraper cela alors que nous avons 10 ans, 20 ans de retard? Ne faut-il pas mieux conforter nos points forts? C'était ma question tout à l'heure. À vouloir rattraper tout, on risque d'avoir toujours un train de retard. Troisièmement, vous nous disiez, on produit pas assez en Europe, dont acte. Mais c'est pas le problème de la concurrence. C'est parce que nous n'avons pas assez d'enseignement supérieur, pas assez de docteurs, de chercheurs, pas assez de R&D. Je vous rappelle que l'Europe dépense à peu près un peu plus de 2% de son PIB en recherche-développement. Le leader mondial qui fait la course en tête en technologie, c'est la Corée du Sud, 4,5% du PIB. La messe est dite. Donc n'allons pas chercher dans la concurrence nos propres faiblesses qui relèvent, à mon avis, de l'enseignement supérieur, du grand marché et surtout
de l'insuffisance de notre recherche-développement. Et puis votre quatrième point, c'était sur Carrefour-Couche-Tard. Je ne vois pas en quoi le fait que Couche-Tard soit intéressé par les stations-service était un problème stratégique pour la France, sauf à considérer qu'elle allait fermer des stations-service. Ce qui me paraît un peu contre-intuitif. Un businessman qui rachète une entreprise pour la fermer, pas forcément quelque chose qui est très optimal. Il nous reste 1 minute 29. Peut-être juste une petite question et 3 réponses hyper rapides de nos 3 débatteurs. Qui pose la dernière question? Très rapide, monsieur, s'il vous plaît. Très rapide. Alors, la Grande-Bretagne a quitté donc l'Europe, Brexit. Quel sera l'avenir donc de l'économie européenne, justement, sans la Grande-Bretagne? Natacha Valla, c'est pour vous. Mon Dieu, vous me donnez la question la moins facile. Oui. Alors, je pense que c'est très compliqué pour la Grande-Bretagne aujourd'hui, hein, la gestion du Brexit. Je pense que certaines choses avaient été anticipées, mais d'autres l'avaient moins été. Et donc, c'est peut-être moins compliqué pour nous que pour eux. Ce qui est sûr et ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est un point de regret sur le Brexit, c'est que les Anglais étaient très utiles dans la fluidité des négociations à Bruxelles, dans la fluidité des débats, dans le pragmatisme. Donc ça manque, on le voit à différents niveaux, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Après, ce qui me semble dommage aussi, c'est que les structures se reconstruisent sur la gestion des flux. Moi, je le vois dans l'enseignement supérieur, hein, ça complique. Il y a des choses. Est-ce que la LSI va rester dans le consortium Civica pour des universités européennes? Ben oui, ben non, ben sinon, mais ça nous enquiquine parce qu'on aimait bien les avoir dans le consortium recherche, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là sont en train soit d'essayer d'être reconstruites autrement, soit d'être malheureusement déconstruites. Et une fois que cette déconstruction aura eu lieu, ça sera compliqué de remettre en place des choses. Mais voilà, je pense que c'est un état de fait aujourd'hui qui est regrettable, et qui induit des ajustements qui vont pas forcément dans le bon sens, parce que tout ce qui était intégré était plutôt bon pour tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est sans grande perspective sur le futur, ce que j'ai énoncé, mais simplement une sorte de constat un peu pas nostalgique, mais constat de regret par rapport à ce que ça implique vraiment dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous 3. C'était passionnant. On serait resté 1 heure de plus avec vous. Une petite pause déjeuner. On se retrouve à 14h30. 14h. À tout à l'heure.